Bonjour à tous, je m'appelle Estelle Abou et je vous souhaite la bienvenue sur Réel. Avec ce podcast, je donne la parole à des personnalités qui ont un impact positif, réel, sur l'autre, l'économie, l'environnement ou les générations futures. Par leurs actions, leurs entreprises, leurs pensées, leurs œuvres ou leurs visions, ces hommes et ces femmes contribuent d'une manière ou d'une autre au monde de demain et à celui d'aujourd'hui. Si vous aimez le podcast et que vous voulez me soutenir dans ma démarche, la meilleure manière de le faire, c'est de vous abonner, de mettre 5 étoiles à l'épisode, de le commenter ou encore d'en parler autour de vous sur les réseaux sociaux et dans la vie réelle. Alors je vous souhaite une très bonne écoute et on y va. Hello à toutes et à tous. Avant de vous plonger dans le nouvel épisode, je voudrais vous parler de mon plus récent coup de cœur, celui que j'ai eu pour le travail de Marine de Quentin, illustratrice et directrice artistique indépendante engagée. Et croyez-moi, ses créations filent la pêche et le sourire. Biberonnée à la créativité, à la couleur et au design, Marine a fait des études de direction artistique et de graphisme. Elle a créé ensuite un studio de graphisme et s'est lancée dans le dessin toute seule. Et elle a super bien fait. Grazia la repère très vite pour illustrer ses éditos et à partir de là, s'enchaînent des contrats avec des marques de mode et de beauté ultra connues comme Hermès, Glossier, Caudalie, Phyto, Maison du Monde, Olidermie et plein d'autres. Et alors là, elle devient littéralement une star sur les réseaux sociaux. Ses dessins sont tout simplement canons, ils collent à l'air du temps, ils sont toujours ultra positifs, dégagent de bonnes vibes avec autant de douceur que de couleurs ultra pop et féminines. Je ne sais pas comment elle fait, mais elle est capable de retranscrire une humeur, une envie, une réflexion ou une actualité. Depuis 2019, elle met ses valeurs d'engagement, d'inclusivité et d'éco-responsabilité au service de son travail et ne collabore désormais qu'avec des marques engagées. Marine est donc une Sustainable Illustrator qui retranscrit avec douceur et engagement le monde qui nous entoure. Elle fait tout, visuel pour éditorial, conception numérique, affiches, couverture de livres et peinture. Et devinez quoi, elle a accepté de faire le nouveau logo de Réel. Alors rendez-vous sur le compte de Marine de Quentin et sur celui de Réel pour me dire ce que vous avez pensé du nouveau logo. Sans plus tarder, on passe au nouvel épisode avec Nathalie Rozborski. Nathalie, je suis ravie de te recevoir dans mon podcast. On est dans un très bel endroit, on peut le préciser. On est au Grand Hôtel du Palais Royal. On nous a prêté une chambre gentiment, une amie à toi. Donc c'est un super contexte pour enregistrer un podcast. Nathalie, sans plus tarder, est-ce que je peux te demander de te présenter, autant personnellement que professionnellement, puisque ce sont deux sujets qui te correspondent parfaitement. On va en parler après. Alors déjà, merci et bonjour. Bonjour à tous. Déjà, merci pour cette invitation. Je suis absolument ravie d'enregistrer cet épisode avec toi et donc me présenter. Alors, donc je suis Nathalie Rozborski. Je suis franco-polonaise, j'ai 38 ans, j'ai 2 petits-enfants et j'ai récemment changé de job. Je suis passée du conseil à la marque puisque j'ai pendant longtemps dirigé une agence de prospective très spécialisée dans le conseil en stratégie de marque et stratégie créative qui s'appelle Nelly Rodi. Et depuis le 15 novembre, j'ai le grand bonheur d'avoir rejoint Maison du Monde, donc leader européen dans le secteur de la déco du meuble, boîte cotée en bourse, en qualité de Executive Director pour toutes les questions liées à la marque et à la RSE. Voilà. Et à côté de ça, je suis aussi l'heureuse auteure d'un guide pratique pour l'empowerment féminin qui s'appelle Je veux tout. Ouais. Qui est sorti en janvier 2021 et là en mois d'avril sa version audio va sortir. J'ai vu ça. Voilà, et j'ai aussi fondé une association qui s'appelle Elle in Louvre. Voilà, donc qui a aussi pour objectif un peu toujours les mêmes thèmes qui me passionnent. En fait, moi je crois que le pouvoir c'est le savoir et donc cette association elle milite un peu pour l'accès à la culture et aussi au bien-être via la pratique du sport. Et grâce à ces deux axes, l'idée c'est de fédérer les familles, en particulier les femmes, autour de ces ouvertures de chakras, d'énergie, de culture et en même temps de bien-être corporel pour pouvoir mieux prendre en main sa vie et le pouvoir sur sa vie et être libre de ses choix et de ses actions au quotidien. Alors, on va faire un tout petit peu
parcours, si ça ne te dérange pas, enfin que tu nous parles un petit peu de voilà comment tu es arrivé là où tu es aujourd'hui, même si c'est compliqué à résumer, et que j'ai écouté pas mal de tes interviews, t'en as déjà pas mal parlé. J'aime bien essayer d'avoir un peu de contenu frais, enfin tu vois, et que tu essayes de nous dire des choses que t'as peut-être pas encore dites, en sachant que t'as un parcours à la fois très atypique et à la fois très représentatif, je trouve, d'une ascension sociale basée sur le travail, l'effort, voilà, ton auto-évaluation permanente. Enfin, je trouve que tu as une mentalité que l'on reconnaît quand on te connaît un peu, puisque j'ai la chance de te connaître depuis un certain temps, mais qu'on reconnaît dans ton livre, qu'on reconnaît dans ton action. Voilà, donc si tu veux, je te laisse parler, excuse-moi. Voilà, j'arrête de parler. Oui, alors qu'est-ce qui... dans ce que tu dis, il y a en effet une philosophie de vie. Je parle même pas encore de lifestyle, mais une philosophie. Déjà dans la croyance, dans les valeurs. Moi, je suis fille de footballeur. Mes parents ont immigré en France dans les années 80. Et c'est vrai que j'ai été biberonnée à la détermination, le pouvoir de la volonté, le goût de l'effort et le goût du travail. Et à la confiance en toi aussi. Et à la confiance en soi aussi, surtout liée à l'amour, à la valorisation et à la bienveillance. Donc moi, j'ai en effet ce cocktail-là, cette chance-là d'avoir eu en effet des parents extrêmement aimants, qui croyaient beaucoup en moi et qui m'ont toujours dit qu'il n'y avait aucune limite et qui en fait m'ont appris ça. C'est-à-dire très tôt, on m'a toujours répété, si tu veux, tu peux. Sans dire il y a qu'à Faucon, hein, mais vraiment avec cet esprit, va chercher cette conquête, cette perspective qui te fait tellement envie, avec ton énergie, avec du travail, avec le goût de l'effort, donc des valeurs dont on parle plus beaucoup. Et pourquoi ? Parce que je crois vraiment le sport de haut niveau, hein, j'entends, influence beaucoup ça. Moi, récemment, je me fais souvent sur Netflix les épopées, les histoires de Michael Jordan, de Tony Parker ou de personnes comme ça. Dans ton livre dont on va parler un peu. Et elles ont toutes en commun ce goût de, en fait, à 7h du mat, pendant que tout le monde est déjà en train de regarder un dessin animé, toi, tu es déjà en train de te dire ton planning, ça va être ça, tu vas t'entraîner comme ça. Et oui, tu peux avoir une passion, un hobby. Mais si tu veux vraiment en fait avoir un niveau et gagner et passer de la Ligue 3 à la Ligue 1, en fait il va falloir faire deux fois plus souvent, et donc faire des compromis et faire des choix en fait. C'est au-delà de plutôt faire des compromis, c'est plutôt faire des choix et être très clair sur qu'est-ce que tu veux. En fait, c'est quoi ton objectif ? Tu pars d'un point A et d'un point B. Et après, c'est OK si tu veux pas aller chercher ce point A, mais sois en conscience de ce que tu veux et du coup, ce qu'il en coûte. Et donc, en effet, je tire le fil de cette analogie avec le sport très souvent, parce que moi, je trouve que c'est des valeurs formidables qui permettent justement cette ascension sociale, puisque je suis en effet ce qu'on appelle une transclasse, totalement assumée et fière de l'être, parce que je pense que c'est aussi comme ça qu'on peut inspirer au plus grand nombre. Et c'est vrai que je dis dans mon bouquin, en démarrage, je dis... on m'a jamais présenté le répertoire des grandes écoles et qu'il fallait plutôt faire telle école plutôt qu'une autre. Et d'ailleurs, je ne savais même pas pourquoi. Je ne comprenais pas tout ce système-là. Mais en contrepoids majeur, j'ai eu cette chance d'avoir en effet cet esprit de la win, de la gagne, on te dit de tu l'envie. Peux tout faire, exactement. Mais on te dit pas quoi faire. Mais on te dit pas quoi faire. On me dit pas quoi faire, mais on me dit tu peux tout faire. Donc en fait, on m'ouvre plein de portes. On me donne aucune clé, aucun code, rien. Ta maman faisait quoi, rappelle-moi ? Alors ma maman était mère au foyer. Et puis ensuite, elle s'est mise à travailler quand elle a commencé à vraiment maîtriser la langue française. Et après, elle a toujours été... Elle, c'est une créative. Donc, elle fait de la peinture. Elle est très sensible aux couleurs, aux produits, aux textures. Et ensuite, elle a travaillé dans la mode. Et donc, souvent, avec elle, j'allais au salon professionnel à l'époque. C'était le salon du prêt-à-porter, avant Who's Next, etc. Et donc, j'ai été déjà biberonnée aussi à ça, à cette passion du beau, de l'esthétique et voilà, et ça a donné ce cocktail là à la fois de sensibilité et
et de volonté avec ce goût du travail, du mérite, et encore une fois, de l'effort et de la consistance, de la régularité. Alors, lorsque tu m'as envoyé ton livre, il y a un certain temps maintenant, j'ai vu la couverture. Je crois que j'étais enceinte ou sur la fin de ma grossesse, je sais plus. Je m'en souviens et très bien. Et j'ai vu Je veux tout. Et là, je ne te cache pas, avant de le lire, je me suis dit, mais non, en fait, attends, c'est pas possible. Pas encore un truc où on me dit d'être Wonder Woman. Voilà. C'est-à-dire que la première de mes réactions, et je pense que je suis pas la seule. Non, mais c'était évidemment calculé. Voilà, c'était très calculé, et c'est comme ça que j'ai compris qu'il y avait un vrai fond dans ton... Il y avait une 4e de couverture. Exactement, il y a une 4e de couverture. Donc, Je veux tout, c'est aux éditions Marabout. Comme tu le disais tout à l'heure, on peut tous le retrouver en version audio. Donc, comme je te le disais, j'avais une petite appréhension et je me suis rendu compte que c'était un manuel, en fait, pour chacune. C'est-à-dire que chacune peut s'approprier ton livre. C'est pas fait pour devenir toi, c'est pas fait pour devenir moi. Exactement. C'est fait pour devenir soi. Exactement. C'est fait pour devenir... la meilleure version de soi-même, on va dire ça comme ça, même si cette phrase est vue et revue. Voilà, mais dans la puissance, si tu veux, aujourd'hui, on a un petit peu tendance à croire que puissante, c'est être patronne du CAC 40 ou Christine Lagarde. Voilà, et c'est pas le cas. Non. C'est-à-dire que puissance, c'est trouver sa puissance personnelle. Si c'est être mère au foyer, tant mieux. Si c'est être... Et c'est OK. Et ça, il faut le dire. C'est ça. Parce que je pense qu'il ne faut pas qu'on assimile ton livre. Mais non, pas du tout. Alors, le titre, il est volontairement un peu provoque et un peu piquant. C'est évidemment voulu. Et si ça t'a interpellé, c'est bien. Ça veut dire que j'ai réussi ce que je souhaitais. Avec en plus une charte graphique et des codes extrêmement... parce que je voulais qu'en merchandising, en librairie, on le voit très bien. Et qu'il y a à la fois ce rouge qui t'appelle et en même temps ce rose un peu doudou où tu as envie de le caresser. C'est un peu les deux. Et c'était évidemment fait exprès. Et l'idée, c'est que la lectrice retourne le bouquin et lise en fait la 4e de couve qui, en gros, en substance, dit il n'y a pas d'un côté, en effet, des grands rêves, des grands destins et de l'autre côté, des toutes petites mini-vies. Il y a vous. C'est ça. Et c'est tout ce qui compte, en fait. Et pour moi, c'est plutôt un bouquin, c'est une ode à la liberté d'aller à la conquête de sa puissance personnelle et intime, et en effet de cesser avec cette culture de un modèle. Il y a un modèle avec, en effet, je prends souvent cette citation, si à 40 ans t'as pas la Rolex, c'est que t'es un loser. Et pour une femme, si t'as pas un Vuitton ou un sac Dior, t'as loupé ta vie. Eh bien justement, c'est précisément pour désarticuler complètement les injonctions. Exactement, et justement en fait détricoter cette mythologie du pouvoir qui est un pouvoir un peu à l'ancienne, extrêmement patriarcal, où en fait il y aurait ceux qui ont tout réussi, tout compris parce qu'en effet ils ont accumulé un job un peu bling bling, des responsabilités, une maison en Normandie, des enfants dans le privé, etc. Puis tous les autres qui ont des toutes minuscules petites vies. Et donc précisément, moi mon bouquin ne s'adresse pas à la bourgeoise bien née qui veut encore mieux que son école de commerce, avoir un gros job. Pas du tout. En fait, moi, venant justement d'un milieu modeste, je voulais précisément m'adresser à la fille qui est dans un petit village à côté de Dijon, à côté de Lille, n'importe où, et qui veut juste en fait faire tel ou tel job ou ne pas avoir d'enfants ou en avoir. Et en fait, pour moi, c'est justement ça, quand tu dis c'est pour chacune, c'est vraiment ça, c'est-à-dire que c'est pas de hiérarchie dans les rêves, et pour moi l'égalité... Et pas de comparaison. Pas de comparaison, l'égalité en fait des chances, c'est surtout l'égalité des rêves. Et te dire qu'il n'y en a pas un qui vaut plus qu'un autre. Et après... En fait, il est là pour démystifier, détricoter aussi cette mythologie du pouvoir que moi à laquelle je n'adhère pas. Et ensuite, il est surtout fait, parce que c'est un guide pratique pensé pour le quotidien, il est surtout là pour t'aider à trouver de la force. Et moi, quand je reçois des mots de lectrices qui me disent en fait, j'ai fermé la dernière page, là je suis à bloc. Et c'est le plus beau des retours, parce que c'est ça que je veux en fait, c'est agir sur le quotidien. Qu'est-ce que ça t'a apporté à toi personnellement d'écrire ce livre ? Est-ce que c'est arrivé à un moment de ta vie particulier ? Est-ce que après ce livre, tu as eu le sentiment d'avoir changé ? En fait, j'ai surtout le sentiment d'avoir réussi à transmettre quelque chose, et en fait, comme un petit secret, tu vois, où c'est des choses qu'on t'apprend pas.
Et moi, j'ai pas de tabou. Je suis quelqu'un de très direct, très entier. Et j'ai pas de problème à parler de choses dont on parle jamais. Au contraire, je trouve que c'est comme ça que ça fait avancer la cause des femmes. Et quand on parle aujourd'hui beaucoup de sororité, etc., moi, je serai jamais une grande oratrice ou une grande patronne du CAC 40, mais c'est OK. En revanche, ce que je sais que je peux faire et l'aide que je peux transmettre, c'est à toutes les prochaines femmes qui voudraient justement s'émanciper, choisir, se sentir plus forte, plus libre, plus épanouie. Ça, je sais que je peux les aider. Et ça, moi, ça me met en joie. Faut préciser aussi que ce livre est une commande. Je me suis pas du tout réveillée un matin en disant un truc que je vais raconter pas du tout. Enfin, je suis très humble. Voilà. En revanche, quand cette agente littéraire Ariane Geffard m'a contactée, elle me dit on a besoin en fait de personnes en France qui parlent au plus grand nombre sur ces sujets tellement importants de confiance en soi, de chemin, d'empowerment, etc. Et en fait, on peut pas s'accrocher que à des gens inaccessibles, exactement. Et donc, j'ai dit OK, fine. Et donc, c'était des sujets que j'avais beaucoup abordés dans des podcasts, des interviews, des newsletters, etc. Et on a compilé ça dans ce guide. Et donc, oui, pour répondre à ta question, en fait, moi, qu'est-ce que ça m'a apporté ? Le bonheur de la transmission. Voilà. Moi, c'est le bonheur de me dire quand je reçois tous ces messages de personnes que je ne connais pas et qui me parlent d'elles dans leur plus grande intimité, dans leur plus grande crainte personnelle, ça me touche parce que j'ai l'impression d'avoir été utile, tout simplement. Bien sûr. Tu évoques la notion d'alignement. Alors, cette notion aussi est très, très courante, en fait. Maintenant, on en parle beaucoup. Tu parles du fait de se connaître et d'apprendre à se connaître. C'est-à-dire que j'essaye de distinguer les deux, si tu veux, puisqu'on est en permanence en train d'évoluer, de changer, homme ou femme. Oui. Voilà, surtout une femme, parce qu'elle a des étapes dans sa vie. Tout à fait. Souvent, des séquences. Voilà, des séquences. Comment tu as fait pour apprendre à te connaître et au travers du temps ? Ouais. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Pas à te connaître toi une fois que tu avais 17 ans, etc. Bien sûr. C'est vraiment faire en sorte d'apprendre à se connaître au fur et à mesure du temps. Oui, alors moi je pense qu'il y a quelque chose dont je parle aussi pas mal dans le bouquin, c'est je me donne régulièrement des rendez-vous avec moi-même. C'est-à-dire qu'à un moment donné... c'est important de le dire. Il faut vraiment tout stopper et se donner un rendez-vous avec soi-même. Moi j'invite toutes les femmes à dans leur agenda, en fait, avoir des plages pour elles. Et pas nécessairement pour aller justement voir la copine, faire un spa. Non, en fait, stop, break, pause. Arrêt sur image. Et en fait, te faire un espèce d'autoscan et te dire, OK, est-ce que là, à l'heure où je me pose, dans ce parc, dans ce café, est-ce que c'est OK, en fait, les choix là que je vis toute la journée ou que je subis justement, entre quand je me lève et que je me couche, est-ce que les personnes avec qui je vis, avec lesquelles je m'entoure au quotidien, dans mon travail, qu'est-ce qui est OK et qu'est-ce qui ne l'est pas ? Pour ne pas devenir un pilote automatique. Et pour ne pas être en pilote automatique et justement pour ne pas t'enchaîner des semaines comme un poulet sans tête ou un hamster dans sa roue là qui tourne et qui trace. Et en fait, à un moment donné, ça t'explose à la figure à un moment ou à un autre. Si en plus de ça, tu as des traumas non réglés, des névroses que tu as bien enfouis méthodiquement, ça ressort. Tout ressort. Le vernis va craquer parce que j'ai cette citation dans le bouquin de Gary Paulsen, c'est que you can take the man out of the woods, but you cannot take the woods out of the man. Et donc en fait, ça veut dire quoi ? Ça veut juste te dire ta nature profonde, même si elle est évolutive, elle revient toujours. Et l'alignement sert à ça, c'est-à-dire à toujours se reconnecter comme un arbre à ses racines. Il peut évoluer, croître, grandir, être majestueux. Il peut parfois, il y a des saisons, des séquences, mais à un moment donné, il y a toujours un ancrage qui revient. Et donc, en effet, j'invite chacune et chacun à avoir ce rendez-vous avec soi-même et de s'assurer, c'est presque un check-up, comme tu fais un check-up médical. C'est pareil, c'est te sentir spirituellement, intellectuellement, psychiquement. Est-ce que ce que je suis en train de vivre, je l'ai choisi ? Ouais. Est-ce que c'est OK ? Est-ce que c'est toujours de ce que je veux par rapport à cette année, par rapport à là où j'en suis ? Et ensuite, de se faire, comme ça, un calendrier personnel. Ouais.
Je crois que c'est dans une interview que j'ai entendu ça de toi. Est-ce que tu estimes avoir des failles encore aujourd'hui? Comment tu travailles dessus? Voilà, parce que ce sont les mêmes qu'avant. Alors, elles ont évolué versus évidemment ma vie de femme, de mère, voilà, donc elles évoluent parce que précisément les séquences de vie évoluent et donc tu as des nouveaux challenges qui apparaissent à toi et donc forcément il y a des nouveaux sujets sur lesquels on travaille. Donc évidemment que j'ai bien sûr des failles. En revanche, je suis toujours dans une quête absolue, non négociable, d'alignement avec moi-même. C'est-à-dire, moi, je signe un pacte avec moi-même, un contrat de confiance avec moi-même, et que je ne peux pas faire quelque chose en quoi je ne crois pas profondément, que ce soit dans ma vie personnelle ou dans ma vie professionnelle, si je sens pas, si il y a quelque chose qui... Alors déjà, ça se voit tout de suite sur mon visage, généralement, parce que j'ai un langage non verbal assez fort. Et en plus de ça, je me sens pas moi-même, tout simplement. Donc, je travaille sur chaque chose. Et des failles, oui, j'en ai, parce que j'ai aussi une forme d'exigence et que parfois, je vais assez vite. Et donc, j'ai des gens qui parfois ne peuvent pas toujours suivre le tempo. Donc, j'ai toujours ce travail-là de réussir à emmener et ne pas être seule dans mon tempo. Donc, bien sûr, je travaille là-dessus tous les jours. Et bien évidemment que tout ça n'est que chemin et opportunité. Océan d'opportunités, comme dit souvent Julie Walbaum, la DG de Maison du Monde. Est-ce que tu as 2-3 habitudes, comme tu dis, non négociables? Oui. Tu vois, auxquelles tu t'obliges presque. Tu vois, alors j'ai entendu dire que tu voulais, hors confinement, hors toute la période qu'on a connue, rencontrer une personne nouvelle toutes les semaines. Oui. Est-ce que tu as des espèces d'habitudes comme ça qui te permettent en fait d'évoluer, d'être toujours en... Parce que j'ai bien compris que ce qui te faisait lever le matin, c'est l'évolution, c'est le fait de progresser, d'aller de l'avant. Mais pour ça, c'est un exercice comme le sport. D'ailleurs, tu en parles au début de ton livre. Enfin, tu ramènes ça beaucoup au corps et au travail sur le corps. Mais voilà, c'est cette habitude, si tu veux, ces habitudes, quelles sont-elles? Alors, moi, j'ai besoin d'un triptyque extrêmement important et j'en discutais hier aussi avec toute la question de culture, de ressources humaines. Moi, j'ai besoin de motivation, d'inspiration et de vision. Voilà, vision, inspiration, motivation. Et donc, j'essaie de m'entourer, en effet, de personnes qui m'apportent ça ou d'activités qui m'apportent ça. La vision, elle m'est apportée par beaucoup de lectures. T'arrives à lire encore aujourd'hui? Ah oui, je peux pas ne pas lire. Donc, je lis tout. Je lis tout. C'est-à-dire, je peux lire à la fois de la presse économique spécialisée, comme des romans, comme des guides de développement personnel. Je suis une insatiable curieuse et ça, Nelly Rodi me a complètement structuré ma pensée en ce sens-là. Ouais. Tout m'intéresse, en fait. Il n'y a pas de sous-culture. Je regarde Hanouna. Je fais le grand écart en permanence. Et moi, je trouve ça formidable parce que c'est ça qui te permet de comprendre l'époque, qui te permet de comprendre d'un point de vue anthropologique les gens. Et donc ça, oui, c'est pour moi très important. La stimulation, motivation, inspiration, je l'ai au travers des rencontres. Donc ça, c'est vrai que pour moi, c'est indispensable dans une semaine de travail harassante où tu enchaînes des réunions, où tu enchaînes de la production, tu délivres des idées, du travail. J'ai besoin d'avoir, en effet, au minimum une fois par semaine, un temps de rencontre, alors un déjeuner, un café, de quelqu'un que je ne connais pas, ou prendre le temps de découvrir une œuvre, une illustration. Donc tout ça s'entremêle. Pour moi, c'est extrêmement important parce que sinon, tu redeviens ce poulet sans tête, en fait. Voilà. Et donc, tu es une machine à produire. Et moi, pour moi, c'est pas possible parce que j'ai aussi une croyance, c'est que ce sont les idées qui habillent les process et non pas l'inverse. Et donc, pour moi... T'as raison. C'est pas une boîte, c'est pas des KPI, des process et des frameworks, c'est avant tout des idées qui ensuite sont séquencées dans un calendrier
et qui sont mesurés. Mais en tout cas, quand on évolue dans les industries créatives, c'est extrêmement important de laisser de la place à l'imperfection, à l'accident, à la sensibilité, à la créativité, à l'innovation, au pas de côté. Et si ton cerveau, en fait, il n'est pas connecté à ton âme, à ton cœur, à ton sentiment, à ton sensoriel, en fait, t'arrives pas à faire ça, en fait, tu au peux pas quotidien. faire ça. Et donc, tu peux pas faire avancer. Et voilà, l'art est là pour questionner, la créativité aussi. Et moi, j'ai besoin d'être en permanence dans ces questionnements-là. Tu trouves pas que c'est un peu plus compliqué de rencontrer les gens aujourd'hui? Je sais pas, je fais une parenthèse. Parce que je trouve qu'après toute la période qu'on a vécue, etc., peut-être que je suis la seule à partager ce sentiment, mais il y a comme un repli sur soi, où tu vois, j'ai un peu le sentiment que les gens ça va revenir, certainement. En fait, moi, j'ai surtout le sentiment, oui, c'est plus compliqué parce que déjà, il y a moins d'événements, il y a eu moins d'événements, et puis je suis désolée, mais moi, quand je connecte sur Teams, c'est quand même pas exactement la même chose en termes d'interpersonnel, parce que tu as besoin de regarder les gens dans les yeux, de les sentir, et que le digital ne le permet pas, en tout cas, dans les relations humaines. En tout cas, d'aller en profondeur. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est le truc en dessous, c'est pas la surface. Et donc, oui, c'est plus difficile. Et surtout, moi, ce que je remarque, c'est que en fait, cette période a accéléré beaucoup de mal-être. C'est-à-dire que, en fait, ça a fait exploser des tas de situations familiales, des tas de situations dans le couple, parce que t'as plus le vernis, justement, et que ça craque parce que, en fait, t'es confiné, t'es dans des situations anormales de vie, donc tu n'as plus les échappatoires classiques, les sorties, les dîners, les fêtes, tu as plus ces moments-là. Tu es vraiment face, comme ça, collé à toi-même et à ta réalité. Donc, soit t'es bien tombé, bah, c'est génial, soit, en fait, c'est plus compliqué. Et là, donc, autour de moi, j'ai surtout des gens qui font des espèces de grands écarts de vie où tout d'un coup, on plaque tout et puis on se dit avec le télétravail, tout est possible, donc je vais aller vivre très loin de la ville urbaine qui me pollue et qui font comme ça, qui se désaxent complètement à 360. Enfin, plutôt à 180. Mais, et du coup, moi, c'est surtout ça qui m'interpelle. Parce que je pense que c'est pas le vrai sujet et que quand tu fais des grands comme ça, c'est qu'il y a un problème de fond, ou des grandes montagnes, c'est qu'en fait il y a vraiment un sujet de déséquilibre profond. Est-ce que tu as des conseils pratiques au boulot? C'est-à-dire, bon, tu as un poste très important aujourd'hui, enfin important au sens, tu as des responsabilités. Avec des responsabilités importantes. Excuse-moi, ouais. Est-ce que tu as des conseils à donner? Oui, tout simple. Plein. Alors, le premier, moi, je parle souvent de ce truc-là, de la zone de confort. Vous savez, partout sur Pinterest et tout, vous voyez cette zone take the magic out of the box, tatati tatata. Ben moi, je pense tout le contraire. Moi, je pense que, en fait, il faut au contraire rester dans cette zone de confort, mais la faire grandir au gré des challenges. Je m'explique. Quand tu prends un job, il faut que tu investisses ton territoire. Et donc, que tu ramènes avec toi tout ce qui te donne le sentiment d'être confortable, d'avoir de la réassurance, d'avoir de l'énergie. J'en sais rien, moi, la photo de tes vacances, un objet symbolique, avoir des espèces de gris-gris un peu disséminés partout pour te sentir chez toi, d'investir le truc et de pas juste être dans un contrat de prestation de service. Parce que pour donner le meilleur de toi-même, il y a quelque chose qui s'appelle le bien-être, où tu dois en effet te sentir bien, en pleine possession de tes moyens. Et je pense que pour se sentir en pleine possession de ses moyens intellectuels, émotionnel, il faut se faire comme ça, se frayer cette espèce de zone de confort. Donc, peu importe si c'est un casier, un grand bureau, un petit bureau, un flex office ou je sais pas quoi, dès lors que tu te mets en mode, ok, journée de travail, tu parsèmes avec tout ce qui te fait du bien et tout ce qui te fait te permettre de te sentir à fond et que tu vas pouvoir donner le meilleur de toi-même. Ça pour moi, passe aussi par la tenue vestimentaire. Ça passe par la tenue vestimentaire, ça passe par ta décoration, ça passe par tous ces objets qui, toi, te permettent de te sentir toi-même, en fait. Voilà. Déjà, ça, c'est très important.
Ensuite, après, sur d'autres... La gestion du temps, sur le fait de subir une pression potentielle. Alors, donc sur la gestion du temps. Déjà, sur la gestion du temps, là aussi, il y a plein de choses après, de manière plus holistique sur la gestion du temps dans sa semaine. Mais précisément, parlons du travail. Il y a quelque chose que maintenant, j'ai appris très bien à faire. C'est que souvent, dans les entreprises, en tout cas pour ceux qui travaillent dans des sièges, dans des bureaux, vous avez un Outlook formidable où vous avez des petites plages où les gens vous font des invitations, Bien etc. sûr. Eh bien, en fait, moi, je mets des plages fermées où d'emblée, je sais que dans ma semaine, je vais avoir ce temps-là uniquement pour réfléchir sur des sujets stratégiques de Très manière à ce que, en fait, le truc, plus personne ne peut te choper le créneau. Parce que sinon, en fait, tu te laisses complètement dépasser et tu n'as plus le temps de faire ce pourquoi tu apportes vraiment de la valeur à l'entreprise, le fond. Et ça, c'est très important parce que je pense que quand tu es un manager, quand tu es un manager d'équipe, c'est important de toi te l'appliquer pour que tes équipes Bien se sûr. l'appliquent aussi. Parce que c'est un très bon conseil. il faut bien sûr délivrer, il y a le run, le quotidien, mais il y a surtout dans le monde dans lequel on vit, dans les secteurs, les choses vont tellement vite dans les transformations. Au-delà de la conjoncture, là je parle vraiment de la structure, de l'époque, tout a changé. Les leviers de consommation sont radicalement différents. Les marques, l'organisation pyramide avec le luxe, le moyen de gamme, la fast fashion, et puis tout le monde qui... Il y en a un qui a tout compris, puis les autres qui copient. C'est mort, c'est terminé depuis 15 ans. Donc en fait, tout a tellement changé vite avec l'injonction à l'omnicanalité, l'engagement. Et donc ça, c'est aujourd'hui extrêmement complexe. Et donc si tu n'as pas ce temps pour te poser des questions de fond sur des lames de fond macro-sociétales, moi, je ne sais pas comment tu peux évoluer dans ton métier. Et est-ce que tu as des conseils pratiques pour alors que tu peux nous révéler, attention, mais sur ta vie personnelle, est-ce que tu as des habitudes avec tes enfants? Est-ce que, tout comme tu réserves des plages au travail, voilà, est-ce que... Mais je te demande pas de révéler un secret ou de parler de choses que tu ne veux pas révéler. Alors moi, là aussi, pour moi, très important, avoir un sas de décompensation. Quand tu rentres du boulot. Exactement. Quand tu as fini ta journée de travail, ta mission, ton truc, etc., on n'enchaîne pas. C'est-à-dire que si on sent qu'on a des montées de tension, de colère, d'adrénaline, etc., rééquilibrage. Pourquoi ? Parce que, en fait, quand tu arrives chez toi, il faut que ça reste, dans la mesure du possible, quelque chose de protégé, de choyé, qui te permet de recharger. Et donc, si tu arrives comme une balle, pleine balle, avec encore la tête à moitié dans l'Instagram où tu discutais avec ta copine, le WhatsApp avec ta mère, la réunion qui s'est mal passée, que tu rumines, en fait, ça ne se passera pas. Il n'y aura pas de paix, il n'y aura pas de sérénité, il n'y aura pas de calme. Tu auras beau mettre toutes les sérums et les crèmes et les trucs, rien ne pénétrera parce que... juste, t'es pas disponible. Et ça, c'est extrêmement important. Donc voilà, prendre ce temps, ça peut être 10 minutes de marche au lieu de prendre les transports. Ça peut être aller t'acheter un petit chocolat, un petit carnet, n'importe quoi qui te permet de remettre un peu d'énergie positive dans ton sac à dos et de te permettre de réenquiller sur une deuxième, une troisième journée parce que tu sais que tu vas devoir cuisiner, tu vas devoir préparer, j'en sais rien moi, les affaires pour la fête déguisée du lendemain à l'école et que tu te dis « Ah là là, j'avais oublié ce truc-là ». Et donc, hop, voilà. Donc, voilà, il faut rééquilibrer les énergies pour pouvoir accueillir les autres facettes de ta vie. Bien sûr. Avec ouverture. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ton livre ? Quelque chose... Voilà, on va après... finir l'interview, mais tu l'as écrit il y a un certain temps. Ouais. Est-ce que tu as envie de nous dire quelque chose à nouveau ou pas, ou quelque chose de nouveau, excuse-moi, sur ton livre? Qu'est-ce que je peux dire ? En fait, moi, je peux dire déjà que c'était l'exercice de l'enregistrement audio de la version du bouquin. Ça a dû être sympa à faire. Ouais, c'était une expérience formidable. Au début, il était question que ce soit une comédienne qui raconte le livre. Et pour moi, c'était impensable parce que c'est mon contenu. Et donc, du coup, pour moi, ça passe aussi par la voix,
l'énergie que tu y donnes. Et donc, j'avais très envie d'avoir cet exercice. Et donc, je l'ai fait juste avant de prendre ce nouveau job. Et ça a été un moment assez unique. Là aussi, une nouvelle expérience, une motivation, une inspiration. Et j'espère qu'avec aussi cette version audio, c'est comme un peu un coaching, entre guillemets, que tu peux écouter par épisode, par fraction. Et c'est pour ça aussi que moi, je suis très consommatrice de podcasts, parce que c'est pas exactement les mêmes sens qui sont sollicités quand tu écoutes que quand tu lis. Il n'y a pas les mêmes connexions neurologiques qui se font. Et je crois que c'est aussi un outil de soft power, en fait, cette écoute comme ça. Et donc ça, je trouve ça génial. Donc j'ai hâte d'avoir en vrai les retours aussi non pas de lectrices, mais d'auditrices. Parce que c'est vrai que j'ai beaucoup insisté sur la version papier du bouquin et non pas l'e-book, parce que en fait c'est un bouquin presque, tu vois, le cahier passeport qu'on s'achetait, que nos parents nous faisaient acheter pendant les vacances, les grandes vacances d'été. Pour faire les devoirs. Et ben, pour moi c'est un peu ça, ce guide aussi. Et c'est pour ça que j'insiste autant pour que les filles elles le gribouillent, elles le stabilotent, elles mettent des post-it, voilà, que le truc soit vraiment un guide pratique, parce que il faut y revenir très souvent. C'est-à-dire que moi, mon idée, c'est que quand t'as pas sous la main ta mère, ta meilleure amie ou je sais pas qui te fait du bien, t'as ce bouquin dans ton sac, et en fait, au lieu d'aller pleurer aux toilettes toute seule parce qu'il y a un truc qui se passe, tu reprends le bouquin et tu dis « Ah là là, j'avais oublié ». Et la phrase, le petit mot, parfois il y a des déclics comme ça. Bien sûr. Et en fait, il suffit d'un rien pour que, hop, le truc se retourne. Et donc, c'est aussi comme ça que le bouquin est pensé, pour être un peu ton allié du quotidien. Bah donc, j'appelle tout le monde à l'écouter. Nathalie, je termine toujours les interviews par les mêmes questions à tous mes invités. C'est un coup de cœur éventuel, un coup de gueule éventuel, et ta vision de la France, en sachant que tu n'es absolument pas obligé ni de répondre, ni d'avoir un coup de cœur, ni d'avoir un coup de gueule. Il y a des gens qui n'ont pas de coup de gueule, tu vois, je tiens à préciser. Si t'as pas de coup de cœur, t'en as pas non plus. Un coup de cœur, ça peut être plein de choses, une pièce de théâtre, un livre, ton boulot, une rencontre. Alors, ça va être tout va être un peu sur le même thème, donc tu vas me dire pas très original. Pas très grave, t'inquiète pas, il y a plein de gens qui mélangent les trois. Hein. Et alors, coup de cœur, ma lecture la plus récente qui m'a vraiment en fait passionnée, et donc j'y reviens souvent, c'est La France sous vos yeux. Ouais. Tiens, on m'en a parlé. J'ai un autre invité c'est Hugo Décrypte qui m'a parlé de ce bouquin. Ok. Et en fait, pourquoi ce bouquin C'est un sociologue qui l'a écrit. Ouais, tout à fait. Il y a 2 plumes. Pourquoi ce bouquin m'intéresse et pourquoi j'y reviens tout le temps et je m'y réfère souvent? Parce que je partage la philosophie sous-jacente de ce bouquin, qui est de dire regardons la France telle qu'elle est vraiment. Ouais, objectivement, sans y porter de coloration et de jugement. Et moi, en fait, c'est ça qui, dans la vie, me tient le plus à cœur, parce que pour moi, c'est la liberté. Quand je dis pas de jugement, c'est la liberté. C'est Jérôme Fourquet. Jérôme Fourquet, absolument. Jean-Laurent Casselli. Exactement. Voilà. Publié chez Seuil. Et en fait, pour moi, c'est très important, ça va de pair. Ça va toujours avec cette histoire de no judgment. Parce que... et donc, ça va avec ton autre question sur le coup de gueule. C'est que je ne peux pas supporter, je suis asphyxiée par les explications de texte récurrentes qu'il y a sur comment il faudrait penser et comment il faudrait éduquer, comment il faudrait aimer, comment il convient de recevoir, comment il convient... Je ne peux pas supporter ça. Ça, c'est quelque chose qui, moi, m'horripile, que ce soit dans les codes professionnels ou personnels. Un enfant doit faire ci, ne doit pas faire ça. Un dirigeant doit faire ci, ne doit pas faire... C'est quelque chose qui moi, m'agace profondément. Et donc, et je fais la corrélation avec ce bouquin. Pourquoi ? Parce que, encore une fois, je pense qu'il y a une nécessité aujourd'hui de regarder beaucoup plus de choses que ce qu'on nous propose, et qu'il n'y a pas, encore une fois, une culture noble, un chemin noble, une manière de penser qui vaut plus qu'une autre. Je pense qu'il y a une foultitude de façons de voir la vie. C'est pour ça que moi aussi, j'ai besoin de beaucoup voyager. Donc, j'ai été beaucoup en souffrance. Et dès que je peux, parce que ça te permet de voir d'autres manières de vivre. Très important. Et donc, d'être ouvert et curieux. Et après, ça veut encore dire, tout ne convient pas à tout le monde. Mais en tout cas,
ça te frotte à d'autres manières de faire, de penser, et après tu fais ton casting. Mais au moins, ça te dit qu'il n'y a pas une manière. Et donc, il n'y a pas la Startup Nation et de l'autre côté, les gros ploucs, losers qui n'ont rien compris. Il y a plein de chemins de vie et c'est OK. Et moi, je veux qu'on puisse embrasser ça. Et donc, je suis pour en effet des choses beaucoup plus universelles et égalitaires. Et j'aime pas bien, en fait, quand on classifie les choses. Et donc, je trouve que ce bouquin nous permet de comprendre qu'en effet, il y a beaucoup de Français qui préfèrent aller à Beauval que de visiter les châteaux de la Loire, par exemple. Et ta vision de la France, tu veux nous dire un truc ou pas ? Ma vision de la France, je crois que c'est pas tellement mon rôle et que ça serait l'objet d'un autre podcast. Ouais. Donc là, je me fais un devoir de réserve là-dessus. Ça marche. Nathalie, merci beaucoup pour notre échange. Merci à toi, Estelle. Je te souhaite une très belle continuation. À toi aussi. Et à toutes les personnes qui nous écoutent. Voilà. Écoutez le livre. Et encore une fois, merci beaucoup. et je souhaite beaucoup de succès à chacun dans ce que lui aura considéré comme ce que c'est que son succès de vie. Je suis d'accord avec toi. À bientôt, Nathalie. À bientôt, Estelle. Voilà les amis, c'est la fin de cette interview, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de partager l'épisode via les plateformes d'écoute comme Acast, Apple Podcasts, Spotify ou votre application de podcast préférée. Le partage et la notation du podcast sont super importantes pour moi, donc je compte sur vous pour mettre des étoiles et des commentaires là où c'est possible. Pour vos suggestions d'invités, n'hésitez pas, je suis joignable sur le compte Instagram du podcast, Réel Podcast. Merci encore à toutes et à tous d'être de plus en plus nombreux à écouter Réel et à très vite pour un prochain épisode.